thème étant est-ce le moment d'investir à Maurice, notamment dans l'immobilier de luxe. Pour en discuter, nous avons autour de nous un panel d'invités, notamment Monsieur Jacques Charles, qui est le Chief Operations Officer de Heritage Resorts. Bonjour, merci de nous rejoindre. Également avec nous Christophe Piquet, qui est le directeur commercial et marketing de Heritage Villa Valriche. Merci de nous rejoindre également. Bonjour Ravi. Avec nous aussi Nadia de Chazal, qui est Head of Business Development à Rogers Capital. Bonjour. Avec nous un historien, un écrivain, pardon, et un journaliste, Jean-Pierre Lenoir, qui est également, accessoirement aussi, le petit-fils du propriétaire originel du domaine de Belle-Ombre. Et finalement, nous avons aussi avec nous Noël Mon, qui est directeur de Fontanelle, la société Fontanelle et Mon. Alors, nous serons ensemble pendant environ 1 heure. Nous allons prendre toute une série de questions à la fin de la discussion. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions. D'ailleurs, ce que vous pouvez faire déjà, c'est envoyer vos questions sur le panel chat du webinaire et on les prendra à la fin. Aussi, je pense que Christophe nous parlera d'une offre, d'une surprise un peu spéciale à la fin. Ceux qui resteront avec nous jusqu'à la fin de cette transmission pourront découvrir cette offre spéciale. Alors, Jean-Pierre Lenoir, j'ai envie de commencer avec vous. Nous sommes dans un lieu, ce domaine, qui a un passé riche, qui a une histoire, un château. Parlez-nous un peu de l'origine de ce domaine et de Belle-Ombre qui abrite justement les Heritage Villa Valriche et Heritage Resorts. Alors, avant de parler de Belle-Ombre, il faut parler du Grand Sud. Parce que nous sommes là dans le Grand Sud, ce Grand Sud qui a toujours titillé l'imagination des gens qui partent en vacances dans leur propre pays ou alors qui s'en vont vers des destinations plus ensoleillées. Donc, Belle-Ombre est donc dans ce Grand Sud, et ce Grand Sud, il est très important dans la mesure où les premiers arrivants, en 1715, et puis deuxième arrivée en 1722, ont privilégié le développement du nord et de l'est, parce qu'il y avait 2 ports en eau profonde. Donc, le Grand Sud est resté tranquille, tapi dans son coin, à cultiver son silence et son soleil. Et puis, bon, les premiers arrivants, les premiers passagers ou promeneurs de Maurice ont été des poètes. Alors, les poètes, ils ne choisissent pas le lieu par hasard. Bernardin de Saint-Pierre, auteur de Paul et Virginie, a passé ici en laissant des commentaires très flatteurs sur l'endroit. Et puis, il y a eu un monsieur qui s'appelait Nicolas Pike, qui a été l'aide de camp du premier gouverneur de Maurice, qui était aussi naturaliste de son état, et qui a écrit sur Belle-Ombre en disant, on retrouve le même éloge que Bernardin de Saint-Pierre, vantant la volupté, le luxe cher à Baudelaire. Et puis nous avons eu des poètes locaux qui sont restés dans ce sud, Robert-Édouard Rard, Paul-Jean Toulette, etc., etc. Donc il y a eu quand même, dès le départ, un amour extraordinaire pour cet endroit. Et puis, bon, Belle-Ombre lui-même, son histoire est très ancienne. L'usine sucrière a été construite en 1802. Et puis est arrivé dans les années 1916 un monsieur qui s'appelait Charles Telfer, qui était médecin de son état, qui a embarqué sur un bateau et qui est arrivé à Maurice après avoir été blessé et qui est tombé amoureux de Belle-Ombre. Il s'y est fait une maison. C'était un grand humaniste en plus. Il a développé beaucoup les conditions de vie des travailleurs à l'époque. Et puis, il a développé Belle-Ombre. Mais malgré tous ces développements, puis bon, bien évidemment, est venu beaucoup plus tard, en 1906, la création de la compagnie sucrière de Belle-Ombre par mon grand-père, Édouard Rouillard. Mais malgré toutes ces étapes de développement, Belle-Ombre n'a jamais perdu de son charme. Il y a des vestiges de ce passé à travers le domaine. Il y a des vestiges de ce passé, oui, il y a quelques ruines qui restent des bâtiments de l'époque. Il y a quelques ruines de postes militaires, notamment le fameux poste Jacotet, à la baie du Jacotet, où on pense qu'il y a des pirates ou des corsaires qui ont débarqué pour cacher des trésors qu'on n'a jamais retrouvés malheureusement.
Et moi, ce que je veux dire, puisque vous parlez, vous, ou tous les autres, en investissement, je veux dire, pour moi, personnellement, le plus bel investissement qu'on puisse faire à Bel-Ombre, c'est un petit peu le même qu'au Bhoutan, produit de bonheur brut, qui pour moi est le plus bel investissement aujourd'hui dans ces périodes troublées. Voilà. Alors confrontons cette vision poétique, historique avec la réalité actuelle, contemporaine, avec Christophe Piquet. Est-ce le retour que vous recevez de ceux qui ont choisi de s'installer ici, d'acquérir une propriété ici? Est-ce que ceux qui sont là mesurent le passé riche, la densité de l'histoire de ce lieu? Oui, tout à fait, Rabin. Il y aura plusieurs choses qu'on va aborder pendant ce webinaire d'1 heure, et notamment ce qui ont drivé les gens à venir s'installer à Bel-Ombre. Ici, on est dans le sud authentique de Maurice. On est au cœur de la nature, puisqu'on se retrouve au cœur d'une réserve naturelle de 2500 hectares, où les gens ont décidé de s'installer. Il faut savoir que 2500 hectares, pour donner une idée, pour vous donner une idée aux gens qui nous regardent, c'est l'équivalent de la ville de Versailles en France. Donc, fait amusant, nous aussi, du coup, on a un château. On a un château aussi. Ouais. On a un château, nous aussi, qui date de la fin du 19e, si je ne me trompe pas, Jean-Pierre, construit par un Indien. À ce château, on va avoir la chance de déguster des plats 3 étoiles qui va être concocté par notre chef David Toutain, chef 3 étoiles français. Il vient de passer de 2 à 3 récemment. Donc ça va être le cœur, le poumon culturel de notre domaine, et on va être très attachés, et nos propriétaires aussi, à faire vivre cet endroit. Ensuite, je pense que quelque chose qui est important, ça va être pourquoi on va venir s'installer à Bel-Ombre. On va venir s'installer à Bel-Ombre en fait pour se reconnecter avec soi-même, se reconnecter avec la nature. Comment on va arriver à faire ça? D'abord, on va utiliser les équipes de Jacques, puisque vous allez bénéficier du service des 2 hôtels 5 étoiles qui se trouvent en bordure de notre domaine sur ce magnifique lagon qui est intact, d'une couleur turquoise. Vous allez pouvoir boire quelques cocktails, lire un bon livre sur les transats, sur la plage et sur la piscine. Bénéficier donc de ce service-là dans vos villas, puisque les gens vont pouvoir venir cuisiner. On va également trouver un syndic de qualité qui va venir nettoyer vos piscines, qui va venir nettoyer et prendre soin de votre jardin. Donc Bel-Ombre, c'est l'endroit où il faut venir se détendre, il faut venir se relaxer. Dans ce cadre, vous allez également bénéficier du service du spa et du wellness center, donc séances de yoga, cours de nutrition, massage, etc. Et en plus de ça, se reconcentrer avec soi-même, ce n'est pas que se relaxer, aller se détendre à la plage, un peu comme l'image qu'on a de Maurice. Ici, on va se retrouver entre mer et montagne, et donc on va avoir une multitude d'activités à faire, d'activités sportives, entre du kite, des balades en quad, des pique-niques, et au cœur de tout ça, bien sûr, notre golf, le plus beau golf de l'océan Indien, sur lequel vous allez pouvoir expérimenter quelques putts. On va développer une partie des activités un peu plus tard, mais revenons à Jacques-Charles. Justement, Christophe parlait de se recentrer sur soi, être au milieu de la nature. Vous avez fait le choix d'habiter sur le domaine tout en y travaillant. Vous travaillez de l'autre côté de la rue, chez Heritage Resorts. Alors, on a cette impression qu'on est dans un domaine un peu exclu, retiré de la vie. Vous êtes la preuve que les deux sont possibles, avoir une vie active, professionnelle d'un côté, et aussi avoir ce côté paisible, reculé du domaine. Absolument. Alors, je dirais que les deux sont totalement compatibles, mais ils dégagent beaucoup de plaisir. Le travail que j'ai ici pour m'occuper des hôtels du domaine ressemble de très près à d'autres jobs que j'ai pu avoir ailleurs dans le monde ou en France. Et la différence que je peux avoir, c'est que lorsque je quitte mon bureau le soir, je prends ma petite voiturette électrique, je remonte chez moi et en 30 secondes, la vie est vraiment extrêmement agréable. C'est-à-dire que dès que je quitte mon bureau, j'ai l'impression d'être tout de suite en vacances. Et ça, cette atmosphère qui réside dans le domaine alors, moi, je la vis parce que je travaille au pied des villas, mais ce que je ressens, c'est ce que ressentent tous les acquéreurs d'une villa ici, parce que vraiment, on est dans un univers qui n'existe nulle part ailleurs. Voilà. Et que je vous développerai tout à l'heure plus profondément. Alors, vous êtes nombreux à nous regarder de France, notamment, de l'étranger, et évidemment, Maurice a été dans l'actualité
pour les mêmes raisons que d'autres pays depuis le début d'année par rapport à la pandémie du coronavirus. Maurice a été malheureusement aussi touché par la pandémie, mais la situation a été gérée avec un certain succès vu que la dernière contamination locale du virus de la Covid-19 a été enregistrée en fin avril 2016. Mais malgré tout, la liaison aérienne avec Maurice demeure perturbée à cause des différentes mesures sanitaires prises de part et d'autre. La liaison avec la France, notamment Jacques Charles, est encore légèrement perturbée. Il y a moins de vols que prévu que d'habitude. Qu'entrevoyez-vous en fait un retour à la normale? Quand est-ce que ceux qui souhaitent revenir, qui souhaitent peut-être visiter le domaine pour acquérir un bien ici, pourront-ils éventuellement le faire, selon vous? Alors, si vous voulez, je vais donner deux, trois mots sur la façon dont le coronavirus a été géré ici à Maurice. Parce que je crois qu'on a un exemple ici qui est tout à fait particulier et qui est assez exceptionnel. Vous savez, lorsque la pandémie a été déclarée dans le monde, le gouvernement a pris tout de suite des mesures très intéressantes, des mesures strictes, mais des mesures qui ont porté leurs fruits. Et immédiatement, le masque est devenu obligatoire, la prise de température dans les lieux publics était imposée, des gels hydroalcooliques se retrouvaient partout sur l'île, et en particulier lorsqu'on se retrouvait à plusieurs dans des domaines publics. Et le peuple mauricien a été assez exceptionnel parce qu'il a suivi ces mesures immédiatement. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas retrouvé avec des interrogations. Je ne suis pas porteur du virus. Le masque n'est pas important. On va le voir tout de suite. Non, tout de suite, tout le monde a suivi cette affaire-là. Et lorsque vous vous promenez partout dans l'île en ce moment, lorsque vous allez dans la capitale, à Port-Louis, ou lorsque vous allez faire vos courses à gauche, à droite, eh bien, c'est quand même assez exceptionnel de voir une population aussi ordonnée, aussi convaincue qu'effectivement, il y a des mesures qu'il faut suivre et que c'est pour le bien de protection de son île. Et alors, moi qui suis français, évidemment, parfois je suis un peu interrogatif, mais j'avoue que je me sens en parfaite sécurité. Alors, qu'en est-il maintenant sur l'ouverture des frontières ? Du retour à la normale. Alors, les frontières sont ouvertes, mais par mesure de sécurité, le gouvernement impose, non pas ce qu'on appelle une quarantaine, mais une quatorzaine, c'est-à-dire 2 semaines que tout le monde comprendra, puisque ce sont 2 semaines qui sont liées à une possible incubation du virus. Mais on peut venir à l'île Maurice aujourd'hui. Et alors, quand on regarde... En choisissant l'établissement dans lequel on effectue sa quarantaine. Exactement. Et il y a des établissements de niveaux différents, de budgets différents. Et aujourd'hui, on commence à avoir, par-ci, par-là, des individus qui viennent de l'étranger et qui ont fait cette fameuse quatorzaine et qui l'ont bien vécu. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire qu'à l'île Maurice, il n'y a pas de porteurs du virus. Les quelques-uns que nous avons sont ceux qui sont arrivés de l'étranger, qui ont été décelés positifs et qui, tout à fait normalement, ont accepté cette quinzaine et sont soignés. Donc, beaucoup de sécurité. Alors, qu'en est-il maintenant au niveau des hôtels et des villas ? Eh bien, tout de suite, on a mis en place un protocole sanitaire qui était en respect avec les impositions de l'OMS, les impositions du gouvernement mauricien. Nous, de notre côté, au niveau des hôtels, nous avons formé notre personnel, formé et peut-être inculqué à notre personnel la compréhension des mesures. Pourquoi c'était important de faire ça ? Tout le monde a suivi ce pli et aujourd'hui, on est prêt à accueillir très facilement des gens qui viennent de l'étranger et qui ont besoin d'être rassurés au niveau de la sécurité. Alors, Nadia de Chazal, malheureusement, une autre raison pour laquelle Maurice s'est retrouvé sur l'actualité internationale, c'est l'entrée du pays dans la liste dite noire de l'Union européenne après un listing du GAFI. Qu'implique cette décision de l'Union européenne, en fait, précisément pour ceux qui veulent investir à Maurice, qui veulent acquérir une propriété ici sur le domaine? Merci Rabin de me donner l'occasion de parler de ce sujet. Donc en effet, que Maurice soit inscrite sur la liste noire a des conséquences. Elles sont de 2 ordres principalement, ou de 3 ordres, puisque
bien évidemment, il y a l'impact réputationnel. Bon, ça, on ne peut pas faire grand-chose et je vous expliquerai comment on va faire pour s'en sortir rapidement et ce qui a été mis en œuvre. La deuxième conséquence, qui ne concerne a priori pas les investisseurs dans l'immobilier, les particuliers qui veulent investir dans l'immobilier, ce sont les restrictions, donc l'interdiction d'investir du budget de l'Union européenne à Maurice, donc sur un pays listé sur cette liste. Et la troisième conséquence, c'est une due diligence renforcée dans le cadre de transactions financières avec Maurice, entre l'Europe et Maurice. Donc les banques européennes vont devoir effectuer un contrôle renforcé. De toute façon, aujourd'hui, au niveau mondial, les banques effectuent des due diligence très carrées. Ça n'aura pas forcément de grands changements par rapport à ce qui existe déjà. Il faudra bien s'assurer d'avoir une documentation solide, de justifier les transferts avec un contrat. On doit le faire en temps normal. Voilà. Ouais. Et puis voilà, en fait, ce sera tout. Juste pour vous donner un petit feedback, puisque depuis l'inscription de Maurice, 1er octobre de cette année sur la liste noire, on fait un suivi avec les banques mauriciennes qui, elles, font un monitoring au quotidien pour savoir s'il y a eu des blocages sur des transactions, des ralentissements, des demandes de documentation complémentaire lorsque leurs clients transactent avec l'Europe. Et il s'avère qu'à ce jour, aucun changement. Voilà. Alors, donc, ceux qui nous regardent lisent la presse, regardent les émissions de télévision qui en parlent notamment. Donc, ça a moins de conséquences, c'est bien moins grave qu'on ne le donnerait à penser, notamment dans les médias. Oui, c'est l'aspect réputationnel. Et puis, je pense que quand on parle d'inscription de Maurice sur la liste noire de l'UE, déjà, liste noire, c'est un terme qui fait un peu peur. Attention, ce n'est pas le terme officiel de l'Union européenne. Hein. Il parle de liste de pays considérés comme n'ayant pas des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme suffisamment costauds, qui satisfassent l'Union européenne. Maintenant, c'est un peu long, donc on dit liste noire. Et beaucoup de personnes aussi confondent la liste noire dont on parle sur la lutte contre le blanchiment d'argent avec la liste noire par rapport à la fiscalité et aux schémas fiscaux agressifs. Donc je rappelle que Maurice est complètement whitelisted et donc absolument conforme sur le plan fiscal. On a d'ailleurs, Maurice a revu en profondeur ses règles fiscales en 2018, ce qui a valu d'être complètement conforme, que ce soit du point de vue de l'OCDE ou de l'Union européenne. Et sur la liste noire pour la lutte contre le blanchiment, de la même façon, on a été sur la liste noire, mais on est quand même de bons élèves à Maurice, parce que si on regarde un petit peu pourquoi la liste noire, l'Union européenne, le 7 mai 2020, donc là nous étions en confinement, nous apprenons que l'Union européenne change sa méthodologie pour évaluer les critères pour inscrire des pays sur sa liste noire et va s'aligner sur le rapport et l'évaluation du GAFI, le groupe d'action financière. D'accord. Donc, comme Maurice était sur liste d'observation du GAFI, et le GAFI a 58 critères pour considérer qu'un pays a mis en place des mécanismes suffisamment solides et efficaces pour lutter contre le blanchiment. Donc 58 critères. Maurice, en janvier 2020, a eu une visite de GAFI qui a dit que Maurice avait 53 critères sur 58, dont les 6 big recommendations qui sont remplis. Il n'y a plus que 5 points à compléter. Le GAFI a donné à Maurice, donc début de l'année 2020, a dit voilà, vous avez jusqu'en septembre 2021
pour que ces 5 critères nous satisfassent. Mais Donc, l'objectif est mettre qu'en juin de 2021, on sorte de cette liste, n'est-ce pas? Voilà, en fait, on a jusqu'en septembre 2021, mais Maurice a mis une énergie considérable au plus haut niveau pour accélérer les démarches pour sortir au plus vite. Donc, Maurice a déposé le rapport avec 1 an d'avance, là en septembre 2020. Maintenant, le GAFI doit analyser ce rapport. Ça peut prendre du temps parce que normalement, le GAFI peut venir une seule fois par an faire dans le pays. Donc il faudra attendre janvier 2021. Donc là, en ce moment, il y a des démarches où on vient demander au GAFI de venir au plus vite en novembre-décembre pour analyser. Donc en fait, on se sent à l'aise de satisfaire ces critères. On a envie qu'ils viennent pour que rapidement nous puissions être compliant au niveau du GAFI, puisque l'Union européenne s'est déjà engagée. Nous avons eu des discussions aussi au plus haut niveau. L'Union européenne s'est engagée à ce que, comme ils s'alignent sur les critères de GAFI, dès qu'on sort de la liste du GAFI, dans les 6 semaines qui suivent, on sera délisté de l'Union européenne. Donc tout ça, on a une incertitude de quand on aura le rapport du GAFI, mais on espère que là, au début de l'année 2021, que cette histoire ne soit plus qu'une vieille histoire. Alors, il y en avait une autre d'histoire qui a fait que Maurice était sous le projecteur des médias en août, notamment de cette année-ci, Jacques Charles, c'est l'échouement du vraquier panaméen qui a causé un déversement d'hydrocarbures dans une zone du littoral sud-ouest de Maurice. Mais les médias ont tendance à utiliser certains mots, notamment le terme catastrophe écologique a été employé, mais vous n'employez pas du tout ce terme-là, vous ne considérez pas cet événement comme une catastrophe. Pourquoi? Écoutez, lorsqu'on regarde cet incident qui s'est produit, on le rapproche d'incidents comparables qui ont pu se dérouler dans le monde. Alors moi, je fais un rapprochement aux marées noires que l'on connaît, par exemple, sur les rivages français. J'ai en tête Erika, que tous les Français vont bien comprendre, et qui était vraiment dévastatrice, aussi bien au niveau du tourisme, puisque tout était, le tourisme était vraiment menacé par des plages qui étaient goudronnées, et puis une catastrophe écologique aussi. On n'est pas du tout dans ce registre ici à l'île Maurice. Et les médias qui ont utilisé cette fuite d'hydrocarbures, je dirais, ont peut-être amplifié le phénomène. C'est vrai qu'il y a eu quelques jours de battement, et c'est vrai que l'île Maurice n'avait jamais connu jusqu'à présent un incident de ce type. Donc il y a toujours une sorte d'inertie pour démarrer, pour s'y prendre, je vais dire. Mais le gouvernement a pris les mesures immédiatement qu'il fallait. Elle a fait appel à des experts qui sont venus de l'étranger, qui sont venus s'associer aux experts mauriciens pour avoir des éléments complémentaires à l'analyse de la situation. Mais surtout, ce qui s'est passé, et c'est ça qui a été quand même assez extraordinaire, c'est que la population, les Mauriciens, se sont solidarisés autour de cet événement pour essayer de trouver les moyens correctifs, les moyens du bord, je dirais. Alors, je peux vous dire que moi, par exemple, qui travaille dans une entreprise où je supervise 1200 employés, donc, dont 1197 Mauriciens, donc vous voyez ce que je veux dire, dès le matin, tout le monde était polarisé sur ce problème-là. Tout le monde était vraiment concerné. Tout le monde cherchait des solutions immédiates. Et ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi était quand même assez unique dans le monde. Les coiffeurs ont sorti leurs montagnes de cheveux qu'ils avaient coupés. Ceux qui avaient les cheveux longs ont accepté de se les faire couper pour venir rajouter des cheveux qui servaient de flotteurs. La population a essayé de trouver des moyens créatifs, rapides et ingénieux. Par exemple, on sait que l'île Maurice a beaucoup de plantations de canne à sucre, donc les feuilles de canne à sucre sèches ont été récupérées pour en faire des boudins.
Et il y a eu une chaîne incroyable qui s'est mise en route pour essayer de contenir ces hydrocarbures et de façon à ce que tout ce que soit limité. Alors aujourd'hui, évidemment, ça a été particulièrement bien géré. Alors je me tourne vers Jacques Mon, vous qui êtes un étranger qui vous êtes installé à Maurice, vous avez été frappé par cette mobilisation qui était effectivement nationale dans les heures et les jours qui ont suivi le déversement au sud-ouest? Tout à fait. Alors bonjour à tous, Noël Mon. Effectivement, n'étant là que depuis juin 2016, je suis encore tous les jours surpris par toutes les découvertes que je fais à Maurice. J'ai bien entendu que certains étaient tombés amoureux du domaine Bellon. Malheureusement ou heureusement, je n'ai pas échappé à la règle, mais je suis d'abord tombé amoureux de Maurice, pas que du pays, de sa population. L'impression que les personnes qui résident ici depuis 9 jours, 9 mois, 9 ans, 9 générations ont tous une énergie incroyable. Et effectivement, la mobilisation de tous ceux qui étaient présents sur l'île pour s'unir à contenir, à mes yeux, cette catastrophe écologique, puisque c'est une situation qui n'aurait jamais dû arriver, mais qui a été prise en main de façon à ce qu'elle soit contenue et qu'ensuite les experts puissent effectivement réparer ce désordre, a été incroyable. Partout dans l'île, les grandes entreprises ont mis à disposition des sites où on a pu confectionner ces fameux boudins à base de canne à sucre qui ont permis de faire des flotteurs, qui ont permis de contenir les hydrocarbures et grâce aux skimmers de pouvoir absorber toutes les nappes de façon à ce que derrière il y ait encore un travail de fourmi pour aller nettoyer chaque pied de mangrove par des experts, parce que à ce niveau d'intervention, on risquerait, nous, amateurs, de faire plus de dégâts qu'autre chose. Mais ce qui a permis en un temps record de pouvoir contenir cette tristesse. Ouais. Et vous avez du coup aussi mesuré l'attachement des Mauriciens à leur patrimoine naturel? Des Mauriciens, de ceux qui sont devenus Mauriciens et de ceux qui espèrent devenir Mauriciens, puisqu'effectivement, il y a... Oui, je crois que le terme d'empathie lié à l'énergie fait que tout le monde s'est senti concerné, et de pouvoir s'organiser de partout sur l'île pour qu'on puisse tous apporter une partie de notre effort à gérer une problématique comme celle-là a été incroyable. Alors vous nous regardez, nous sommes en direct, lors d'une discussion ici interactive, lors de laquelle vous pouvez poser vos questions. Nous les prendrons à la fin de cette discussion autour du thème « Est-ce le moment d'investir à Maurice ?» Je me tourne encore une fois vers Jacques-Charles. Maintenant qu'on a évoqué les questions d'actualité, les questions que sans doute ceux qui nous regardent avaient en tête, parce qu'ils ont vu ils ont lu les journaux, ils ont vu les chaînes d'information, passons au domaine lui-même. Pourrait-on parler d'un héritage Walrich way of life? Y a-t-il une vie spécifique au domaine? À quoi ressemble cette vie spécifique au domaine Belle-Ombre? Elle est unique. Elle est unique parce qu'on est dans un domaine qui est vaste et dans lequel on a une palette d'activités assez incroyable et à disposition. Je dirais qu'il y en a pour tous les goûts. On aime le sport, on a un golf, qui est le plus beau golf de l'océan Indien. On aime le kite, on a une école de kite. On aime faire du quad, il y a du quad. On aime faire de la plongée, du snorkeling, tout ça est à disposition. On a un style de vie particulier ici parce que les gens se connaissent, ils sont entre eux, ils ont une vie qui est forcément différente les uns des autres, mais ils ont des points de rassemblement qui sont extrêmement plaisants. Par exemple, on décide de faire une petite partie de pétanque, puis derrière d'aller prendre un apéritif au coucher de soleil. Il y a au pied des villas Walrich 2 hôtels 5 étoiles qui offrent 12 restaurants et bars de thématiques différentes. On veut rester avec ses amis pour aller prendre un plat indien, ou italien, ou asiatique. On a tout ça. Et puis, c'est un domaine dans lequel on a beaucoup de richesses culturelles. Jean-Pierre Lenoir en a parlé tout à l'heure. Au cœur même du domaine, on a une
une demeure qui était la demeure qui était sur la plantation, qui a été transformée en restaurant gastronomique, dans lequel on a une très bonne table, et je crois que Christophe en a parlé tout à l'heure. On décide de se faire plaisir avec les meilleurs rhums, les meilleurs champagnes, tout est là. Et puis, il y a tout ce qui tourne autour, c'est-à-dire tout ce qui est agréable. On n'a plus de voiture ici. Sa voiture, elle sert pour aller faire ses courses, pour aller de l'autre côté de l'île, mais sinon on n'en a plus besoin. On a tous des club-cars électriques, on va au golf, on décide d'y aller, 5 minutes après avoir quitté sa villa, on est au golf. On décide d'aller au centre sportif, on a une piscine de 25 mètres, on a des équipements très haut de gamme pour faire du sport, on a des tennis. Finalement, ici, c'est presque comme un micro-domaine avec des macro-activités. Voilà. Alors, Jacques-Charles, en préparant l'émission, nous discutions et vous évoquiez le fait qu'il y a une vraie vie de communauté, il y a des amitiés qui sont nouées au fil des années. On aurait l'impression que ce sont des propriétaires différents qui ne se croisent quasiment jamais, mais en fait, ce n'est pas tout à fait le cas. En fait, tout le monde se croise. Et on se croise ici, là, et les amitiés se créent très rapidement. Il y a une grande communauté française ici, mais il y a aussi une communauté étrangère qui est là, avec des Sud-Africains, des propriétaires de villas anglais, italiens, suisses, etc. Et les gens ont le désir de se retrouver. Il y a beaucoup d'invitations chez les uns, chez les autres. On partage les plaisirs. On a souvent des couples dont un seul dans le couple joue au golf, mais c'est très facile d'aller chercher un ami un peu plus loin et de jouer avec lui. Il y a vraiment des partages qui sont très agréables. Je disais ça tout à l'heure en préambule. Ici, à Valriche, on a tous les jours, toute la journée, l'impression d'être en vacances. Voilà. Jean-Pierre Lenoir, ça vous renvoie, ce que dit Jacques-Charles vous renvoie-t-il à cette espèce de douceur de vivre que vous connaissiez enfant dans ce lieu? Oui, effectivement, j'ai eu la chance de vivre ces moments-là dans l'ombre ou dans les pas de mon grand-père, qui lui aussi était un grand humaniste, qui s'intéressait beaucoup aux hommes, et s'intéressant beaucoup aux hommes et aux femmes qui travaillaient là, il m'a fait parcourir, il allait voir tout le monde, il m'a fait parcourir avec lui ces grandes étendues où on s'arrêtait, dans les petites agglomérations où il y avait des gens. Et le mot qui est toujours resté dans mon esprit, c'est cette douceur de vivre. À nul autre pareil pour moi en ce qui me concerne. C'était aussi bien cette douceur de vivre qui s'était érigée au fur et à mesure autour de l'usine sucrière. Il n'y a rien de plus poétique, malgré le mot usine, que la fabrication du sucre. On la voit, les cannes à sucre, trébochant, transformées en sucre, et nous allions nous-mêmes dans l'usine goûter à ce sucre chaud qui sortait des turbines. Il y avait ça, il y avait l'odeur aussi des champs de canne coupées, qui dégagent des odeurs de sucre brûlé. Il y a eu aussi ce fameux trésor dont on pense qu'il a existé près de la baie du Jacotet. Et imaginez dans l'esprit d'un enfant, enfin j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, oui, 15 ans, quand on vient vous dire qu'on a probablement découvert un trésor. Alors on se prend tout de suite pour Robert Louis Stevenson, avec son île au trésor, et on a, mon frère et moi, on a découvert un réseau de galeries. Il y a probablement eu un trésor. Il ne faut pas oublier que les gens qui enterrent des trésors, ce n'est pas pour le plaisir de les enterrer, c'est pour venir les récupérer un jour, quand ils étaient en sécurité. Donc tout ça a fait que Belle-Ombre, pour moi, a dans mes souvenirs, une part vraiment extraordinaire. Et il ne faudrait pas oublier aussi de parler du nom Belle-Ombre. Belle-Ombre, un nom féminin accolé à un adjectif masculin. C'est quand même bizarre. Alors, on a essayé de travailler un peu la question,
Et la seule explication qu'on a pu dégager de ces réflexions, c'est qu'il y avait probablement eu à Maurice, dans quelques rivières de l'endroit, précisément, le poisson. l'ombre, le fameux ombre, qui est un poisson des pays nordiques en Europe. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? On n'en sait rien du tout. Et c'est la seule Apporté par les explication. pirates, peut-être. Et c'est ce qui fait aussi la part de mystère de cet endroit. Alors, Christophe Piquet, je me retourne vers vous maintenant. Bien évidemment, ceux qui nous regardent sont intéressés par les offres du domaine. Donc, spécifiquement, nous avons évoqué la vie et la douceur de vivre. Quelles sont les offres d'habitation que propose le domaine? Rabin, avant qu'on arrive sur l'offre, on va dire, immobilière directe, je pense que ce qu'on vous offre, nous, à Héritage Villa Valriche, et c'est très important, et je pense que ça a été extrêmement bien expliqué par Jacques, en fait, on vous offre une qualité de vie. Je pense que ce qu'on est en train de vivre en ce moment est une période assez spéciale. On a été enfermés à droite, à gauche, souvent des familles, dans des lieux fermés. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte que la qualité de vie, ma qualité de vie, la qualité de vie de ma famille, c'est important. Et à Belle-Ombre, au travers de tout ce qu'on a, de toutes les facilités qu'on a, du grand domaine de l'espace, du peu de densité qu'on va avoir sur le domaine, puisque avec le golf, on va être à 8% de densité. Donc c'est un domaine où vous n'allez pas avoir de vis-à-vis, on va être généreux en nature ici. Vous allez vraiment mettre l'accent sur votre qualité de vie, c'est ça qu'on va vous offrir. Maintenant, pour l'offre immobilière, je pense qu'on peut la diviser en 3 catégories. La première catégorie, c'est on a des terrains à vendre, donc qui vont de 600 mètres carrés à 2200 mètres carrés, de 420 000 $ en prix d'entrée jusqu'à 3 millions de dollars au prix haut de gamme, où on verra qu'à Valriche, on a quand même les panoramas les plus beaux de Maurice, parce qu'on a ce petit flanc de montagne sur lequel on va avoir 4 terrains d'exception, qu'on va appeler Vista Collection. Je vous invite aux gens qui nous regardent à aller sur notre site internet et d'aller voir ces terrains. Ils les voient à l'image. Qui sont extraordinaires, puisqu'on va avoir vue sur le lagon, vue sur l'océan, vue sur le golfe, vue sur la nature. Donc sur ces terrains-là, qui vont donc de 600 mètres carrés à 2200 mètres carrés, vous allez pouvoir construire la maison de vos rêves. C'est ce qu'on appelle les terrains libres constructeurs. Donc vous faites vos plans avec votre architecte. Bien sûr, vous respectez le cahier des charges qu'on a à Héritage Villa Valriche. Mais vous pouvez construire la maison de vos rêves. Si vous avez une petite envie de farniente, et on peut le comprendre, vous pouvez vous reposer sur l'expérience qu'on a, nous, chez Héritage Villa Valriche, puisqu'on a déjà construit plus de 160 villas ici sur le domaine. D'accord, donc on sait comment faire. Et souscrire ce qu'on appelle notre Builder Package. Donc en gros, vous allez faire votre maison, nous on va aller surveiller votre chantier pour être sûr que c'est bien fait. Et du coup, vous pouvez relaxer tranquille au Sea Beach, qui est notre club privé sur la plage par exemple, siroter votre cocktail, et nous on met notre petit casque de chantier, et on va vérifier que votre maison suit bien ses travaux. Si vous voulez une maison qui existe déjà, donc une maison sur plan, plus communément appelée VEFA, vente en état futur d'achèvement, qui vient donc avec une garantie décennale, on peut vous offrir ça également sur ces terrains-là. Donc vous allez avoir nos maisons classiques, d'accord, qui sont nos maisons dans un style, je dirais, colonial, qui vont ressembler un peu au hôtel Fer ou au château. Vous allez trouver différents plans dans les maisons classiques. On va pas tous les énumérer là parce que je pense que ça vaut pas la peine. Vous pouvez nous contacter en direct, vous pouvez écrire un petit message ou aller voir sur notre site internet pour voir les types de maisons. Si vous voulez une maison plus contemporaine, on vient de finir notre première maison contemporaine Greg Scott, designée par Greg Scott, le fameux architecte sud-africain, où on va avoir des maisons plus aérées, plus modernes. Et on va aussi avoir les maisons Édouard, donc les maisons conçues et imaginées par Noël, qui vont être un investissement patrimonial intéressant, et on va pouvoir avoir 2 villas de 4 chambres accolées les unes aux autres, qui vont pouvoir s'ouvrir, et donc on va pouvoir faire à la fois de l'investissement locatif, pour louer 1 à 8 chambres, ou alors pour accueillir des grandes familles, qui pourrait être éventuellement le concept de Noël, mais je pense qu'il va beaucoup mieux en parler que moi. Il va nous en parler après. Voilà. La troisième offre et la dernière, c'est si vous voulez venir habiter tout de suite à Maurice. Donc on a déjà 5 VEFA, donc des maisons classiques déjà construites. On va avoir une maison qui va être prête à vivre, donc déjà décorée, etc. 4 maisons prêtes à finir. Moi j'aime bien celle-là parce que vous pouvez éventuellement rajouter votre Apporter carrelage, sa touche, ouais, faire votre douche, designer votre cuisine comme vous l'entendez. Donc ça va être assez intéressant et vous allez avoir un côté personnalisé. Et bien sûr, on va avoir des propriétaires qui vont avoir d'autres projets vie. Donc on va avoir quelques resales dans notre domaine
qu'on se fera un plaisir de vous faire visiter. Alors, Christophe Piquet, Exactement, pardon, la revente, ouais. vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux acquéreurs et investisseurs maintenant sont très sensibles à l'aspect durable de ce type de développement. À quel point le domaine a-t-il été développé dans le respect de l'environnement qui l'entoure et dans une logique justement durable? Alors, je pense que Jacques va m'aider un peu sur ce sujet puisqu'il est au cœur, étant hôtelier, il est au cœur de cette problématique aussi. Chez Rogers, on a vraiment une ambition écologique de développement durable forte. Par exemple, sur ce domaine, on ne va pas trouver de bouteilles en plastique. On n'aura que des bouteilles en verre. Donc on a complètement éliminé le plastique de la circulation du domaine. Comme l'a dit Jacques, on essaye de limiter au maximum aussi les voitures à essence, parce que tout le monde va se balader en golf cart dans ce domaine. On va mettre l'accent aussi sur l'économie circulaire. Notre actionnaire majoritaire qui probablement nous regarde, Agria, donc qui fait de l'agriculture raisonnée, va pouvoir délivrer à nos propriétaires directement de la nourriture saine, des légumes qui vont être cultivés en pensant au bien-être de la terre. Et comme on l'a dit, je pense en préambule, on vit dans un domaine extraordinaire. On a un agron magnifique, on a une réserve naturelle de plus de 2100 hectares. On va en prendre soin parce que c'est aussi ça qu'on offre à nos clients, c'est ce cadre-là. Je pense qu'on va aussi replanter des coraux dans le lagon. Donc on va faire tout ce type d'activité pour mettre le développement durable au centre de notre projet parce que c'est ça l'avenir, c'est ça le 21e siècle, c'est quelque chose de green et dans le respect de l'environnement. Peut-être 2 mots sur l'aspect démarche environnementale ici dans le domaine. Je pense que tout le monde sait bien que la démarche environnementale, c'est quelque chose qui se construit dans le temps. C'est-à-dire on ne passe pas du blanc au noir en une année. Bien au contraire, c'est un projet qui s'étale sur plusieurs années, plusieurs décennies. En fait, ici, on a pris le pari de dire dans un environnement comme celui-ci, il n'était pas envisageable qu'on ne soit pas respectueux de l'environnement. Donc la nature est protégée. Et j'ai un exemple qui me vient en tête et qui va faire résonance chez les golfeurs. Nous avons le plus beau golfe de l'océan Indien, mais nous construisons un deuxième golfe qui va voir le jour d'ici 18 mois à peu près. Un deuxième golfe qui a été tracé dans le pur respect de l'environnement. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les espèces endémiques qui existaient ont été conservées, les cours d'eau qui existaient ont été également respectés, et un golfe sur lequel on va maîtriser l'utilisation de l'eau. On sait que l'eau, c'est l'or de demain. La maîtrise de l'eau, la maîtrise des produits qui peuvent être agressifs sur l'environnement, tout ça est bien calculé. Alors c'est simplement un exemple, mais nous avons une multitude de projets qui sont déjà en cours pour certains, pour d'autres qui vont démarrer, et qui sont complètement en harmonie avec cette volonté de protéger l'environnement, qui est d'ailleurs aussi une volonté à l'île Maurice. On n'est pas unique dans notre domaine. Christophe va ajouter quelque chose? Pour conclure, on est en cours d'accréditation là, auprès de l'UNESCO pour The Man and the Biosphere. Donc ça veut dire l'être humain qui vit en respect avec son environnement. Donc je pense que l'avantage aussi qu'on aura, en tout cas à Belle-Ombre, c'est qu'on pourra se targuer d'habiter dans une biosphère. Et ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde qui proposent quelque chose comme ça. Très peu. Alors, on parle quand même d'investissement. On revient sur les questions d'investissement. Noël Mon, vous avez fait le choix d'investir depuis quelques années déjà à Maurice dans ce domaine. Pourquoi ce choix et cette offre de ce lieu comme possibilité et opportunité d'investissement vous a plu? Alors, il y a tellement de sujets à aborder, mais on dit très simplement que la qualité d'un bien immobilier, c'est son emplacement, son emplacement, son emplacement. Déjà, être tombé amoureux de cette île, de par la qualité de vie, la qualité des gens, la qualité de l'environnement, qui est juste incroyable, mais dans ce grand sud, comme il nous a été expliqué, avec la cascade sous-marine en dessous du Morne, qui est lui-même site classé UNESCO, donc c'est reconnaissance mondiale, où la biosphère est déjà reconnue par l'UNESCO dans la réserve naturelle, et cette ambiance qui est indescriptible, cette
impression d'immensité, quoi, d'avoir une vue jusqu'à l'horizon et cet air frais constant, c'est des sensations incroyables. Après, en tant que promoteur, arriver à essayer d'apporter quelque chose de plus dans ce domaine qui, depuis 13 ans, a été extrêmement bien géré, extrêmement bien développé. Il a fallu vraiment s'entourer des meilleurs architectes qui, d'ailleurs, je le salue, Alain Gourdon, médaillé d'argent du ministère de l'Environnement, médaillé d'or catégorie Clarion Europe Hôtel, pour arriver à trouver le moyen de venir compléter une offre qui est déjà incroyable. C'est pour ça qu'une fois qu'on a étudié les vues qui sont déjà offertes sur la montagne, l'océan, le golfe, nous sommes allés chercher une vue forêt-rivière, où on a plongé nos villas dans la nature, dans l'écosystème mauricien. Là-dessus, on a beaucoup travaillé avec les équipes de Rogers, y compris l'exploitation hôtelière, qui apporte un service d'une qualité incroyable, mais qui a dû composer dans un pool locatif qui est déjà exceptionnel, mais qui est basé sur des maisons coup de cœur qui ont été réalisées par des propriétaires pour eux. Et nous ont fait part de tout leur track record, de tout leur retour d'expérience, pour nous aider à concevoir des biens qui offrent les plus grandes expériences pour les visiteurs qui viennent découvrir l'authenticité du Sud-Ouest, l'authenticité de Maurice. Et ce qui nous a permis de faire des maisons qui sont totalement adaptées à la gestion locative court terme et qui permet de découvrir tout l'enchantement de ce domaine extraordinaire. Alors aujourd'hui, grâce à la qualité du pool locatif, on arrive à couvrir l'ensemble des charges de ce domaine qui, pour offrir cette magnificence, nécessite une qualité de service extrêmement de gamme, donc qui n'est pas offerte, mais qui est compensée par les revenus que génère ce bien, et ce qui permet donc de compléter son patrimoine, alors pas historique ou culturel, mais financier, je m'en excuse. Il faut de tout. Avec un bien, un bien extraordinaire qui ne vous coûte pas d'argent. Et d'avoir un pied à terre dans un lieu aussi extraordinaire, je crois que c'est le vrai luxe. Ouais. Alors, avant d'acquérir le luxe, il faut faire quelques démarches, quelques procédures. Nadia Chazal, acquérir une propriété pour une personne qui vit à 10 000 km du lieu de la propriété, ça peut paraître compliqué, voire intimidant dans certains cas, vu la quantité de procédures dont on parle. Rogers Capital, si j'ai bien compris, offre un service dédié aux personnes souhaitant acquérir un bien sur ce domaine et ailleurs aussi. Pourriez-vous nous en parler de ce service spécifique ? Alors, effectivement, quand on a un projet donc immobilier, mais ça peut être autre, simplement de venir s'installer à Maurice. Parce que souvent, on peut investir dans un bien immobilier pour avoir un investissement et rester en France, par exemple. Ou alors décider d'acheter et de venir s'installer avec sa famille. Si on vient s'installer et que son conjoint exerce une profession indépendante et qu'il voudrait pouvoir travailler d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire ? En fait, là, il y a le rêve, l'achat, l'acquisition du bien immobilier, le fait d'arriver là et de vivre dans cet environnement que moi-même j'adore. Hein. Mais il ne faut pas vous cacher que quand on vient s'installer dans un pays qu'on ne connaît pas, ce n'est pas forcément évident de savoir à qui s'adresser, tout ce qui est au niveau formalité, il y a de nombreuses choses à faire. On peut arriver facilement à jongler avec 24 interlocuteurs, avec un manque de coordination. Je vois Noël qui hoche la tête parce qu'il a déjà eu des expériences. Voilà, c'est pas forcément facile et voilà, ce serait dommage d'entacher le rêve de contrariété administrative qui aurait pu être facilitée. Donc, alors pour aider peut-être ceux qui nous regardent, soyons peut-être schématiques. Prenons deux cas de figure. Dans le premier, une personne souhaite acquérir un bien à Maurice, dans le domaine, sans nécessairement y habiter ou pour y habiter de temps en temps durant l'année. Oui, 2 mois dans l'année. Ouais. Deuxième cas de figure, quelqu'un souhaite acquérir un bien sur le domaine et s'y installer avec sa famille en permanence. Qu'est-ce que vous proposez comme facilité, comme service dans les deux cas ? D'accord. Alors, effectivement, que ce soit Belle Ombre, Agria, qui est la holding,
On appartient tous au groupe Rogers, Rogers Capital et la branche financière du groupe Rogers, Corporate. En fait, le groupe Rogers est très diversifié et très solide sur plein de domaines. Donc en fait, déjà en interne, on est capable d'accompagner très efficacement énormément de projets, on va dire 80% de ce que vous souhaitez faire. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire? Avant de venir, vous faites une acquisition, vous envisagez d'acquérir un bien, il faut réfléchir à comment on va le structurer. Vous ne pouvez pas uniquement vous baser sur les conseils de votre conseil fiscaliste français, puisqu'il faudra regarder la partie mauricienne également. Qui je vais contacter à Maurice, comment on va coordonner tout ça, qui va pouvoir me faire une analyse et me trouver les meilleures formules, les plus adaptées à mes besoins. Ensuite, par rapport à son projet, on a besoin d'un permis de résidence ou un permis de travail. Quelles sont les conditions pour obtenir? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me faciliter mes démarches à l'avance pour que quand j'arrive, je puisse tout soit prêt? J'ai besoin de faire venir un container avec mes affaires. Nous, dans le groupe Rogers, par exemple, on a une grande société logistique qui s'appelle Vélogique, qui peut organiser les déménagements porte à porte avec un super service très fiable. Enfin, voilà, d'autres le font. Mais nous, ce qu'on propose, c'est que par exemple, même encore ouvrir votre compte bancaire personnel, ça peut être inscrire les enfants à l'école. Inscrire les enfants à l'école, vous aider à préparer votre déclaration d'impôt mauricienne pour la première fois. Ça peut paraître impressionnant. Donc voilà, petite aide là-dessus, ça peut faire plaisir quand même. Voilà, il y a tout un tas de choses. Même, voilà, je viens vivre à Maurice, j'ai besoin de me véhiculer. Quel véhicule je vais avoir, sous quelle formule, est-ce que je peux avoir de la location de longue durée, sous quelles conditions, quelle assurance je vais prendre pour ma voiture, qu'est-ce qui est mieux, à qui je dois faire confiance. Tout ça, nous on peut vous accompagner parce qu'on s'est rendu compte avec l'expérience qu'il y a une demande, parce que ça devient vite un enfer s'il n'y a pas cette facilitation. Voilà, et donc nous on propose ça, disons qu'on va tout coordonner. On fait quasiment tout déjà, nous, dans le groupe. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, donc on travaille avec des partenaires à qui on fait confiance, qu'on a sélectionnés, avec qui on a négocié des tarifs intéressants. On a des relations privilégiées avec les autorités, par exemple le Immigration and Passport Office. Voilà, ça facilite avec les banques, avec des cabinets d'avocats sur des choses assez particulières. Quelqu'un qui veut monter son cabinet médical parce que l'épouse est médecin et veut exercer à Maurice, on va l'aider à faire tout ce qu'il faut, toutes les démarches pour avoir ses autorisations, ses permis, l'aider à monter son cabinet, son bureau, même la connectivité. Enfin, c'est vraiment dans tous les détails. Et voilà, donc je pense que c'est quelque chose qu'on propose. Vous n'êtes pas obligé d'y souscrire, mais sachez qu'on a ce service qui pourrait vous faciliter la vie à côté, dans le cadre de votre acquisition, de votre projet à Maurice. Alors Noël Mon, le projet est sur les rails, c'est fait, on s'installe à Maurice. J'aurais aimé vous demander quel est justement le retour que vous recevez de ceux dont le projet d'acquisition a abouti, d'investissement a abouti, et qui sont maintenant là. Est-ce que déjà ils considèrent que c'est un projet d'investissement ou d'acquisition intéressant? Est-ce qu'ils vous le disent? Est-ce que c'est le retour que vous avez? Alors, le retour que j'ai, c'est qu'ils sont, encore une fois, je reviens d'une façon un peu plus générale sur la vie, tellement surpris de la différence du rythme de vie que l'on bénéficie ici à Maurice, qu'ils ont tout de suite envie de faire découvrir à tous leurs proches, parce que ce sont des sensations qui sont indescriptibles avec des images, des vidéos ou des chiffres. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'arrive pas à comprendre pourquoi il y a une telle quiétude ici. Le festival wellness de l'océan Indien se déroule à belle ombre, mais parce qu'il y a de telles énergies qu'on se sent reconnecté avec soi-même. Et ça, bien entendu, que quand on est extrêmement bien accompagné sur toute la partie administrative ou technique et qu'on n'a plus qu'à profiter de la vie, c'est quelque chose que je crois on a perdu en Europe,
où on est constamment stressé à devoir respecter la loi, respecter les horaires, respecter tellement de pression qu'ici, on a l'impression de revivre. Donc, la première chose que ceux qui sont allés voir, au-delà de la facette médiatique que les informations vous mettent tous les soirs à la télé, et qu'ils ont découvert les gens, le lieu, l'ambiance, ils ont du coup qu'une seule envie, c'est de partager cette découverte avec tous ceux qui ne sont finalement qu'à une nuit du paradis. Bien sûr. On aurait aimé, Noël Mon, terminer sur cette note, mais on doit prendre les questions, elles sont nombreuses de ceux qui nous regardent. Avant de le faire, je vais juste faire un rapide tour de table. On a 1 minute chacun pour conclure, avant de prendre, je pense qu'il y a une vingtaine de questions. On va en prendre environ une dizaine, en sachant que nos invités se feront un devoir, Rogers Capital, Christophe, les équipes de Christophe, etc., se feront un devoir de vous répondre individuellement si on ne prend pas vos questions ici. Vous aurez un retour sur vos questions dans les jours, sinon les heures qui viennent. Alors, un rapide tour de table, peut-être en commençant par Jacques. Écoutez, moi je dirais, j'ai été sensible à ce que Nadia a expliqué. C'est vrai que quand on vient s'installer dans un pays, tout paraît compliqué et elle nous a donné ça avec beaucoup de fluidité et de simplicité. Je vais rebasculer ça sur la vie ici, dont parle Noël. Ici, tout est simple. Tout est simple. On a tout à portée de la main, on a tout pour être bien, et pour moi, c'est le mot de la fin, c'est-à-dire que c'est un paradis ici. Voilà, alors, soyez les bienvenus. Christophe. Ça va être dur de faire mieux que Jacques. Tu sais, moi, Rabin, et pour ceux qui nous regardent, je suis là que depuis mars. J'ai beau avoir une maman mauricienne, ça reste quand même la découverte d'un pays où je dois habiter, où je dois m'habituer, où je dois travailler. Et j'ai eu la chance dans ma jeune carrière d'avoir habité dans plusieurs pays. J'ai habité à Montréal au Canada, à Rome en Italie, j'ai habité à Paris, j'ai habité à Nice, j'ai habité à Montpellier, j'ai habité en Bretagne, j'ai fait aussi un peu de temps en Suède. Donc j'ai quand même des éléments de comparaison. Et depuis que je suis là, franchement, la vie est vraiment belle. Je suis plus stressé, je suis détendu. Je vais au travail avec la banane. J'ai de la chance d'avoir des collègues qui sont géniaux. Et tous les jours, je profite de la vie et des activités. Le soir, je m'ouvre une petite bière près de ma piscine. Le week-end, je vais en bateau avec des copains. Enfin, pour moi, c'est le rêve. Et même si, on va dire, notre image de l'île Maurice a été un peu écornée par l'actualité des derniers mois, pour moi, la réponse à la question est oui. Venez vivre à Maurice. Vous allez voir, vous allez vivre l'extraordinaire et quelque chose de différent, en plus à Belle-Ombre. Nadia. Alors, moi, je vais être plus terre à terre, comme depuis le début de ce webinaire. Je parle de tous les sujets qui fâchent et des problèmes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, effectivement, moi, j'ai une vision de Maurice un petit peu plus, on va dire, complexe. C'est-à-dire qu'il y a des Maurice. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient vivre à Maurice et qui habite dans un appartement cure-pipe, il ne va pas avoir la même expérience que ici. Au centre urbanisé et froid de Cure-Pipe. Ou alors celui qui va à Grand-B, un lieu très touristique, toujours bondé de monde, assez un peu pollué, ça grouille de bars, voilà, ça dépend. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, il faut venir à Maurice, mais pas n'importe comment. Il faut savoir où on va. Je pense que ceux qui nous écoutent, c'est que déjà, ils ont une sensibilité sur cet endroit particulier. Vraiment, Belle-Ombre, même pour moi, mauricienne, Belle-Ombre, c'est un lieu magique. C'est un endroit particulier. Déjà, bon, pour y venir, on fait un peu de route. Moi, j'habite dans le nord. Et chaque fois que j'arrive ici, je sais pas, c'est beau, c'est vert, c'est la lumière, les couleurs, et les gens aussi, il y a une douceur de vivre. C'est un petit peu, je sais pas, Jean-Pierre, tu pourras confirmer ça. Hein, ceux qui habitent ici aussi sont, peut-être c'est un peu la différence qu'on a entre les Rodriguais et les Mauriciens aussi, un peu une petite douceur de vivre qu'on a ici à Belle-Ombre, et qui a été heureusement et merveilleusement bien préservé par Rogers, et le développement qui est fait dans un respect de l'histoire, de l'authenticité de l'endroit,
parce que ça fait sa valeur. On voit tellement de projets immobiliers qui écrasent tout, qui gâchent tout en fait, qui ne savent pas préserver le beau et le sens. Et ça, je trouve ça, je suis heureuse de ça, parce que c'est un endroit que j'aime depuis toujours, et je suis fière de voir comment ça s'est développé. Bon là, je parle un peu personnellement, mais voilà. Et puis je pense que on peut avoir une très belle expérience si on est bien organisé et qu'on prépare les choses avant. Je vous le redis, c'est important. C'est important parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues à Maurice et qui vont râler, même sur les réseaux sociaux. Mais en fait, c'est simplement parce qu'ils ne se sont pas organisés correctement, ils n'ont pas passé les bonnes procédures, ils ont eu des problèmes qui ont ralenti leur projet. Voilà, je pense que où qu'on aille, si on s'organise bien et qu'on est bien accompagné avec des personnes de confiance, ça peut se passer bien. Et si vous passez ce cap-là, là c'est garanti. Jean-Pierre? Contrairement à tous mes petits camarades qui sont là aujourd'hui, français, je n'ai vécu qu'à Maurice, à part une parenthèse estudiantine dans le nord de la France, que je ne suis pas prêt d'oublier, 4 ans. J'ai donc tiré de ma vie ici le désir de ne jamais m'en aller. Ce désir m'a été donné par mes ancêtres qui sont arrivés ici en 1793. Je n'ai pas changé. Personne n'est reparti dans notre famille. Et aujourd'hui, ce que je cultive, c'est le titre de mon livre sur Belombre. Pour moi, entre mer et montagne, c'est exactement ce qui dénote le mieux la vie à Belombre. Voilà. Parfait. Noël? Écoutez, toute cette poésie m'a fait penser que j'ai oublié de préciser pourquoi l'opération que j'ai développée ici s'appelle Maison Édouard. C'est un hommage au grand-père de Jean-Pierre, Édouard Rouillard. Je pourrais rebondir sur plusieurs sujets qu'on a évoqués, comme effectivement le fait qu'ici à Maurice, on a le code napoléonien qui permet de protéger le droit de la propriété, mais on est dans un pays étranger. Donc, quand on fait une expatriation, il y a toutes les démarches d'intégration d'un nouveau pays. Et effectivement, il vaut mieux être accompagné. Mais si Maurice aussi a ce côté easy doing business, c'est grâce au code de commerce anglo-saxon. Alors effectivement, malgré le fait qu'on soit sur liste blanche fiscale vis-à-vis de l'Europe, effectivement, le côté anglo-saxon qui fait que l'easy doing business permet à n'importe quel agent immobilier de pouvoir simplement s'enregistrer pour pouvoir proposer de l'intermédiation. En France, si vous ne faites pas je ne sais plus combien d'heures, vous perdez vos autorisations. C'est tout des démarches compliquées que l'Europe voudrait nous imposer et donc dit on ne peut pas vous mettre blanc de partout parce que vous ne faites pas tout comme nous. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Nous, vivant ici, quel a été l'impact? Aucun. Je continue à faire tous mes virements, à faire tous mes achats, à faire mes développements. Donc, je ne remercie pas les médias qui veulent faire le buzz avec des gros titres extraordinaires, alors que, comme l'a dit Christophe et Jacques, ici, la vie est simple et à découvrir. Merci Jacques, merci Noël. Alors on va prendre les questions maintenant, mais je me tourne vers Christophe. Est-ce le moment de faire la petite annonce par rapport à la surprise surprise. Oui. Du coup, oui. Alors, nous, Héritage Villa Valriche, on a fait un partenariat avec un tour opérateur de luxe qui s'appelle Islandian, qui appartient aussi à Rogers. Donc, l'offre est la suivante. Vous pouvez aller contacter Islandian. Vous vous offrez un voyage de découverte à Belombre, soit dans une villa, soit hôtel fer à l'hôtel. Et si vous achetez une villa ou un terrain pendant votre séjour, ou quelques jours après, on ne va pas chipoter, on vous offre votre deuxième voyage pour venir signer votre mandat de vente. Excellent. Alors, il est maintenant temps de prendre des questions. Il y en a un certain nombre. On va en prendre un maximum durant la petite vingtaine de minutes qui viennent. Et puis le reste, comme je vous le disais auparavant, on reviendra vers vous. On répondra à chacune des questions. Les équipes soit de Nadia, soit de Christophe répondront à toutes les questions. Je commence par une question très générale, peut-être adressée à Nadia dans ce cas-là. Quel est selon vous le montant minimum nécessaire pour investir à l'île Maurice?
Alors oui, la question est extrêmement générale. Donc est-ce qu'on parle d'investissement dans l'immobilier minimum Personne n'a par pas rapport à précisé. quoi? Donc je vais répondre. En fait, on peut acheter un bien immobilier à Maurice à partir de, il n'y a pas de minimum. Voilà. Ça c'est le droit d'acheter. Ok. Le minimum qui est de 375 000 $ sur l'achat d'un bien immobilier, il s'adresse à la possibilité d'avoir un permis de résidence associé à l'achat. C'est-à-dire, on peut acheter un bien qui vaut 100 000 €, on a le droit, mais on n'aura pas le permis de résidence avec. En tout. Avec un passeport français. Oui, oui, bien sûr. Jusqu'à 6 mois, sans avoir besoin du permis de résidence. Oui, après, il y a d'autres façons de pouvoir rester à Maurice. Bon, je ne vais pas rentrer là dans les détails. Ceux qui sont intéressés de connaître un peu les différentes options qu'on a sur les permis de résidence, sur les permis de travail, etc. On pourra vous envoyer de la documentation après, des explications. Mais par exemple, celui qui achète un bien en dessous du montant qui permet d'avoir le permis de résidence associé à l'achat, il peut aussi, s'il a plus de 50 ans, il peut avoir un permis qu'on appelle le Retired Non-Citizen. Donc on est retraité à 50 ans, jeune retraité, et on peut avoir un permis et avoir le droit de vivre ici. Voilà, maintenant, l'investissement minimum, on peut investir dans des affaires aussi, des affaires mauriciennes. Lorsqu'on investit dans certains secteurs clés de l'économie, enfin des secteurs spécifiques qui sont listés, que le gouvernement il veut inciter l'investissement dessus. Là aussi, on peut bénéficier de permis de résidence permanent de 20 ans. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais en juillet et voté en août, il a été décidé de prolonger les durées des permis de résidence et de travail de 3 ans à 10 ans. Donc maintenant, quand on a un permis, il est de 10 ans. Tous les permis associés à l'achat d'un bien immobilier, attention, la durée est liée à celle de la propriété du bien immobilier, c'est-à-dire qu'on a le permis tant qu'on est propriétaire, hein, si on vend, on paie un permis. Et les permis de résidence permanente, qui n'est jamais du permanent, qui était initialement de 10 ans, maintenant passe à 20 ans. Donc ça donne quand même une petite sérénité. Quand on a son permis, on a plusieurs années à venir avant d'avoir renouvelé, ressollicité des démarches, etc. Alors, prochaine question. On demande, est-il possible de déménager, de vivre à Maurice avec 200 000 € comme investissement? Quelqu'un voudrait... Noël? Alors, effectivement, il y a un scheme qui permet d'être self-employed, c'est-à-dire auto-entrepreneur. Donc, avec 200 000 €, si vous arrivez à développer un business, et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est un pays qui est plutôt easy doing business. Cela vous permet de faire travailler votre investissement vous-même. Et il me semble que c'est 30 000 $ d'investissement minimum pour développer votre propre entreprise. Ensuite, en fonction de votre réussite, vous pourrez aller jusqu'à pouvoir vous acheter une maison à Bellon. On vous souhaite. Ouais, si je peux me permettre de rajouter. En fait, par exemple, si vous avez un budget de 200 000 $, donc si vous investissez dans l'immobilier, vous n'aurez pas atteint le seuil pour avoir le permis de résidence associé. Maintenant, rien ne vous empêche de venir, d'investir ceci dans un bien immobilier aussi, ou dans autre chose, et ensuite de faire d'autres démarches par ailleurs, solliciter un permis de travail. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez solliciter le permis de retraité, et toute la famille sera des personnes à charge rattachées à ce permis, etc., etc. Il y a plein de solutions, mais il faut regarder au cas par cas. Voilà. Alors, on nous demande de comparer un cas. Pouvez-vous, nous demandons, vous indiquer quels sont les avantages fiscaux entre la Suisse et l'île Maurice? Question vous est probablement adressée, Nadia. Alors... les avantages fiscaux entre la Suisse et Maurice, la réponse va être très courte. Il n'y a pas de traité signé
à ce jour entre la Suisse et Maurice. Ok. Voilà, donc il n'y a pas d'avantage particulier. Maintenant, si vous êtes un ressortissant suisse qui envisage de venir s'installer à Maurice, il y a énormément d'avantages et d'intérêts d'être à Maurice, même sans traité. Le traité fiscal, il vient éventuellement diminuer les retenues à la source, mais il y a plein d'avantages en étant résident fiscal à Maurice. Il y a plein d'avantages eux aussi d'investir à Maurice tout en étant en Suisse, ou de vivre à Maurice et donc de devenir résident fiscal. Là aussi, je fais une petite parenthèse parce qu'il y a beaucoup de confusion là-dessus. Détenir un permis de résidence mauricien ne veut pas dire que vous allez être qualifié de résident fiscal mauricien. Ce sont deux notions différentes qui sont souvent confondues. L'un ne garantit pas l'autre. La résidence fiscale est une notion qui implique de passer un nombre de jours minimum par an à Maurice, d'avoir sa résidence principale à Maurice, etc. Donc il y a des critères. Toutes ces questions-là, en fait, devront être traitées au cas par cas, discutées avec vous. Justement, on a une équipe dédiée pour ces questions en préparation de n'importe quel projet d'investissement ou d'installation à Maurice. Alors, la prochaine question est probablement adressée à Noël et à Christophe. Une personne qui nous regarde demande à savoir quel est le point d'équilibre entre le montant annuel des charges et les revenus locatifs. Combien de temps faut-il louer le bien pour être à zéro? Christophe? Be my guest. Non, on a regardé, on arrive environ à peu près à 10-12 semaines d'utilisation avant que les revenus ne puissent plus couvrir l'intégralité des charges. C'est-à-dire que si vous voulez rester 4 mois, ça vous fera une petite partie des charges à régler de votre part. Mais jusqu'à 3 mois, le reste de l'année permet de couvrir la totalité des mains. Ça va dépendre des saisons aussi, saison basse, saison haute, quand est-ce que votre maison est en location. Enfin, ça va dépendre du positionnement de votre maison sur le domaine, de sa taille. Il va y avoir beaucoup de critères qui vont être pris en compte pour le revenu locatif de votre maison. Mais je seconde Noël dans sa... Et je t'en remercie. Merci. Alors, une question de politique, en fait, de politique nationale. L'assouplissement récent par le gouvernement mauricien des conditions d'accès pour l'obtention d'un permis d'occupation sur le territoire ne risque-t-il pas à terme, peut-être Nadia, de modifier la typologie des publics venus s'installer et rendre, par voie de conséquence, la destination moins attractive ou tout du moins en concurrence directe avec des destinations telles que le Maroc ou encore le Portugal? Serait-ce le cas? Probablement pas. Je ne vois pas pourquoi cela changerait la typologie des expatriés ou de ceux qui viendraient. Je pense que le prolongement de la durée des permis, ça a simplement pour objet de faciliter la vie de ceux qui s'installent. Okay, je donne un exemple. Pour l'instant, celui qui a un permis de travail mauricien, et il y a une durée maximale du permis de travail qui est de 3 ans, c'est-à-dire avant le changement récent. C'est-à-dire que lui, il vient pour un contrat à durée indéterminée, l'expatrié, il vient travailler, il pense rester au moins 10 ans. Mais bon, tous les 3 ans, il doit aller renouveler son permis, repartir auprès des autorités, donc ça peut être challengé, se dire est-ce que la loi va changer, etc., etc. Là, ça donne une sécurité parce que quand même, quand on vient s'installer à Maurice, on a envie d'avoir une visibilité sur au moins 10 ans. Pas se dire dans 3 ans, si le gouvernement change, est-ce qu'ils vont changer les conditions du permis? Est-ce qu'on va me dire de rentrer chez moi alors que j'ai fait venir toute ma famille, toutes mes affaires, tous mes animaux de compagnie? Voilà. On n'a pas envie de se retrouver dans cette situation. Ça donne une sécurité. Cela étant, un permis de travail, par exemple, quelqu'un qui a négocié avec son employeur, un expatrié qui a négocié avec son employeur un permis de 4 ans, c'est-à-dire pas un contrat de travail de 4 ans, donc c'est un contrat à durée déterminée de 4 ans, il aura un permis qui sera aligné sur sa durée de contrat de travail. Mais on va dire que
au moins ça peut aller jusqu'à 10 ans s'il a prévu de rester 10 ans. Et même pour le permis de résident permanent, avoir un permis de résident permanent de 20 ans, c'est quand même plus permanent que un permis de résident permanent de 10 ans. Voilà. Je pense que c'est ça. Ça ne va pas changer la nature des personnes qui vont venir. Ça va simplement donner un confort et moins de paperasse administrative et d'insécurité. Ouais. Voilà, c'est voilà ma réponse. Christophe voulait rajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Nadia. Ça ne changera pas la typologie. Au contraire, ça va faire venir un peu de monde sur notre belle île. Et peut-être ceux qui ont justement une vision à plus long terme et qui sont les plus sérieux, les plus motivés. Il faut savoir que dans le monde, il n'y a pas beaucoup de pays, je pense que Noël l'a dit tout à l'heure, avec le code donc Napoléon qu'on connaît, qui parle français. Avec une douceur de vivre comme ça. Donc il y a le Québec, vous pouvez expérimenter, il va faire un peu froid. Oui, mais au Québec, il y a le décalage horaire. Ouais, ça c'est vrai, il y a le décalage horaire. Vous pouvez partir, encore une fois, il y a des gens qui vont chercher peut-être à partir au Portugal, à Chypre, à Malte. Enfin moi j'ai eu la chance de faire tous ces pays-là. Quand vous avez un problème et que la personne ne parle pas français en face de vous, c'est plus compliqué quand même. Donc il ne faut pas perdre ça aussi à l'esprit. Alors, on a quand même un certain nombre de questions techniques auxquelles on répondra, je pense, séparément après en voie directe. J'en prends quelques-unes qui sont un peu plus généralistes. Allez, on va dire. Nadia, c'est une question qui vous est adressée. Voici mes questions dans le cadre du webinaire. Donc, qu'y a-t-il à fournir pour un investissement villa ou appartement? C'est une question en 3 volets. Qui procède aux formalités pour obtenir un permis de résidence? Et assurez-vous une gestion locative lorsque la personne ne s'en occupe pas. Et dans ce cas-là, qui s'en occupe spécifiquement? Peut-être alors, ou deux. Je pense qu'on Ou va 3. répondre à 2. Ouais, je commence si tu veux. Allez. Parce qu'on va prendre l'exemple de Valriche. Exactement. Et Noël complétera s'il y a des informations qui manquent. Demain, si vous faites l'acquisition d'un terrain ou d'une villa chez nous, on va s'occuper de tout pour vous. Et ça va être inclus dans le prix. Donc vous n'avez rien à faire. On s'occupe de tous vos papiers, on a une équipe qui est dédiée à ça, qui va aller voir avec l'Immigration Office, qui va aller voir l'EDB, etc., la MRA. Donc on va tout faire pour vous. Et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez qu'à prendre les clés ou alors commencer à mettre votre chantier en construction. Ça, c'est le premier point. Si vous mettez votre villa après dans le pool locatif, ça veut dire qu'elle respecte les critères du pool locatif. Dans ces cas-là, nous aussi, on va faire ça pour vous. On va avoir l'hôtelier qui se trouve à côté de moi, qui va être VLH, qui va gérer le pool locatif et qui va faire ça pour vous avec le syndic qui va s'occuper de la redistribution des revenus. Et qui donc ça, c'est procède aux pour le formalités? cadre. Oui. C'est pour le cadre Oui. de Valriche. Qui procède aux formalités Les pour obtenir le formalités, permis? ça sera justement... Ça sera entre nous, on va s'arranger. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça fera partie de l'accompagnement global. Après, il y a plusieurs choses. Il y a tout ce qui est un peu satellitaire et périphérique à l'installation à Maurice, et il y a tout ce qui est formalité liée directement et étroitement à l'acquisition immobilière. Là, en fait, c'est ça que Christophe disait, c'est que tout ce qui est lié à l'acquisition immobilière elle-même, c'est déjà inclus dans le prix et tout est facilité. Plus autour, il y aura d'autres démarches qui peuvent être prises en charge très en amont pour tout préparer plus largement. Quelque chose à ajouter, Noël, bien sûr. Oui, une petite précision. C'est vrai que ce domaine est extraordinaire, ce domaine est unique. Ce domaine permet, depuis sa maison, d'aller soit à la montagne, soit à l'océan. Et ce domaine, en plus d'être le seul à avoir un morceau d'histoire de l'île en son cœur, est le seul à n'être composé que de villas. Donc il n'y a pas d'appartement à Villa Valriche. Précision de taille. Pour répondre à la question. Alors, autre question. Nadia, je pense que cette question vous sera adressée. Est-il possible d'obtenir un prêt en France pour acheter à l'île Maurice ou pour monter une entreprise, d'une part? Sinon, est-ce possible pour un étranger d'emprunter dans une banque locale? Alors, en fait, ça dépend. Pour obtenir un prêt en France pour acquérir à Maurice,
En général, les institutions bancaires françaises vont demander à avoir une sécurité en France. Donc ça sera possible si vous avez déjà des actifs en France sur lesquels à hypothéquer pour permettre le prêt. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'on peut faire un prêt à Maurice? Oui, auprès d'une banque locale. Ah oui. Oui. On peut emprunter à Maurice. L'apport est important. L'apport est important, mais quel est le montant de l'apport exactement? Alors, généralement, ils demandent à peu près entre 33 et 40% d'apport et ils financent le reste. D'accord. Après, tout se négocie. Tout se négocie, bien entendu. Ouais. Mais il est un peu plus important que ce que les Français ont l'habitude d'avoir à apporter. Oui. Voilà. C'est plus important qu'en France, oui, bien C'est ça. sûr. Oui, parce que même pour les Mauriciens, les banques demandent des apports assez conséquents quand même. Et pour les étrangers, encore plus. Oui, c'est vrai. Autre question, en anglais cette fois-ci. What taxes are non-residents subject to in Mauritius? Ça dépend si on est non-résident fiscal ou résident fiscal. La question c'est what taxes are non-residents subject to in Mauritius? What taxes of non-residents? Je sais pas. Or non-residents subject to in Mauritius. Je présume qu'on parle de non-résidents fiscaux. Je vois ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme quasiment partout dans le monde. Tous les revenus qui sont liés à un bien immobilier, en général, et à Maurice c'est le cas, sont taxables à Maurice, quelle que soit sa résidence fiscale. Je pense que c'est ça la question. C'est-à-dire même s'il n'est pas résident fiscal à Maurice, s'il a un investissement immobilier à Maurice et qui génère des revenus, ces revenus seront taxables à Maurice. Voilà. Peut-être pour compléter, une des choses qui est hyper intéressante dans un pays pragmatique comme Maurice, c'est que la taxation est très simple. Avec 15%. Ouais. 15% de TVA, 15% sur les parfois ça revenus fait du bien, locatifs, surtout comparé à la France. 15% sur... Là où ça devient extraordinaire, c'est qu'en France, vous êtes taxé sur votre impôt de société, puis après, quand vous versez les dividendes, vous êtes retaxé sur votre impôt sur le revenu. À Maurice, vous payez une fois 15% sur la plus-value que vous avez générée, et votre argent est libre d'impôts. Alors, on va prendre une dernière question. On sera près de 1h30 de direct. Alors, dernière question. L'interdiction pour d'acheter de l'immobilier mauricien hors dérogation. Est-ce qu'il y a des interdictions pour acheter de l'immobilier mauricien hors dérogation, telles que l'IRS, est-il toujours d'actualité? Ah oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas de nationalité mauricienne a le droit d'acheter à Maurice, mais dans des schémas bien définis tels que l'ARS, IRS, RES, PDS, Smart City, etc. Le reste des terres à Maurice n'est pas accessible à l'acquisition pour les étrangers. Ça n'a pas changé et il est peu probable que ça change, en tout cas avant... Longtemps. Non, c'est sûr et certain que non, pour protéger le pouvoir d'achat des Mauriciens. Voilà, il faut voir comment ça se passe au Portugal, qui a ouvert l'acquisition. Alors, une personne nous a regardé la discussion avec un regard critique. Ouais. Et ça s'adresse probablement à tout le monde. La question, c'est le thème de l'émission, du débat de ce webinaire était « Est-ce le moment d'investir ?» à Maurice. Or, on a davantage parlé de l'intérêt d'investir à Maurice. La personne voudrait qu'on précise dans le temps. Est-ce que maintenant, aujourd'hui, en octobre 2020, est-il intéressant d'investir là, maintenant à Maurice? Oui, tout simplement grâce au taux de change. Aujourd'hui, effectivement. En fait, la question est-il plus intéressante d'investir maintenant? Je crois que vu le stress qu'on peut constater un peu partout en Europe, vu le taux de change, vu la qualité de vie ici, oui, il est temps de découvrir. Et je crois qu'effectivement, c'est le bon moment de venir se mettre à l'abri dans un pays Covid-free.
et loin du stress de toute cette folie humaine qu'on peut voir ailleurs dans le monde, quoi. Faites comme Matt Pokora, hein. Exactement. Venez faire votre 14e à Maurice. 14 jours, ça peut passer assez Tournez vite. éventuellement un clip. à Maurice. Et vous sortez de là, et après vous venez explorer notre beau domaine. J'ai l'impression que, en fait, la question, c'était plutôt parce qu'en ce moment, le premier réflexe, c'est se dire, oula, en ce moment, les Covid, il y a eu le Wakasho à Maurice, Maurice est sur liste noire de l'Union européenne, c'est la crise, c'est surtout pas le moment d'investir. Là, on pose la question, en fait, est-ce que ça ne serait pas le bon moment? Eh ben, oui, parce que finalement... C'est exactement l'inverse, ouais. Voilà. C'est le bon moment. C'est Ouais. le bon moment. C'est le bon moment parce que finalement tout ce qui de premier abord fait peur, finalement quand on décortique un petit peu et qu'on essaie de comprendre les sujets vraiment tels qu'ils sont, ils ne sont pas si dramatiques que ça. Et finalement, voilà, il faut savoir saisir les opportunités et voir aussi dans le monde. Aujourd'hui, on a un changement dans la façon de vivre et de travailler. Je pense que de plus en plus, Maurice va connaître une attractivité. Parce que déjà, moi je vois souvent dans la presse française, on voit que les gens quittent les villes parce qu'ils n'ont plus besoin d'être à côté de leur bureau. On n'aura plus cette tendance à aller s'entasser dans des appartements, dans les villes, pour être à côté du travail. On peut aller vivre dans des maisons plus confortables, plus grandes, à la campagne, avec un cadre de vie plus sympa. On n'est pas obligé d'être à côté du bureau. On peut aller dans le sud, voilà, et pourquoi pas, quitte à aller dans le sud, pourquoi ne pas aller à Maurice et être encore plus dans une encore meilleure qualité de vie. Je pense qu'il y a cette tendance aussi. Il y a la fibre ici en plus, donc on peut Exactement. travailler en remote. On a une liaison à 100 mégas en ce moment. Voilà. Non, j'ai une meilleure connexion Internet qu'à Lyon en étant à Maurice. Non, c'est fou. Moi, je dirais qu'il n'est jamais trop tard pour investir dans le bonheur, la sérénité, la simplicité de la vie. Jean-Pierre, ce sera le mot de la fin. Bravo Jean-Pierre. Jacques-Charles, merci. Christophe, Merci à tous. Merci. Nadia Chazal, merci. Jean-Pierre Lenoir, merci. Noël Mon, merci. Merci de nous avoir suivis pendant cette petite heure et demie. Nous vous donnons rendez-vous éventuellement pour une prochaine session interactive autour d'un autre thème. Aujourd'hui, c'était Est-ce le moment et est-ce intéressant d'investir à Maurice? Merci. À la prochaine. Au revoir.